Les oreilles de Ménèche résonnèrent de 1000 bruits confus. Un instant, il vit trouble, fut abasourdi, comme s'il avait reçu un coup violent sur la tête. Mdor le regardait dans les yeux pour deviner l'effet de ses paroles. Ménèche avait saisi d'un seul coup l'étendue du désastre qui se préparait et l'odieux de cet être qui, quelques jours à peine après la mort de son camarade, songeait déjà à épouser sa femme. La voilà la vraie raison des exposés de tout à l'heure sur l'amour et le mariage. Ménèche ne voulut pas paraître surpris. C'est donc vrai ce que tout le monde dit? Tout le monde? Oui. Comment? Tu ne sais pas? Mais tout Esga parle de ton mariage avec la veuve de Mokran. Ah, et quand disent-ils que tu fais vite les choses? Vite et bien. Il jeta un regard satisfait autour de lui. Dans un mois, je compte prendre une autre permission. Je ferai la fête. Oh, je convaincrai bien l'Athmas. C'est contre la coutume, je le sais. La veuve doit attendre 3 mois. Mais la guerre justifie tout. Le promoteur des idées nouvelles parle beaucoup de l'Athmas, mais pas du tout d'Asie, pensa Ménèche. Dans un mois, Asie n'aura peut-être pas entièrement oublié Mokran, dit-il. Tu ne saurais l'épouser sans son consentement, car je sais que tu réprouves absolument ces méthodes barbares de nos aïeux. Ignores-tu, Ménèche, que l'habitude est une seconde nature? Il faut mettre tout de suite Asie dans le bain, lui éviter les douleurs répétées d'un long oubli. Cependant, je suis sûr que tu ne sous-estimes pas ton adversaire. Toi, que de longues études ont doué d'une finesse psychologique remarquable. Ménèche savait que pour Mdor, on devient psychologue en étudiant la psychologie. Je ne lui vois aucune supériorité. Ah? Comment n'as-tu pas vu, Ménèche, que ta cousine est très malheureuse avec lui? Elle était très malheureuse avec lui. Je suis moi, le mari qu'il faut à Asie, et c'est pour cela que je l'épouse. À ta place, je penserais résolument qu'elle sait mieux que moi le genre de mari qu'il lui faut, et j'attendrai qu'elle trouve toute seule que c'est moi. Mdor ne l'écoutait plus, et suivant une pensée intérieure, se parlait à lui-même. Une femme comme ça, avec un astronome comme Mokran, non? Il mouilla ses lèvres et fit à Ménèche l'effet de se lécher les babines. Du reste, sans plus tenir compte de son hôte, il se donna à lui-même des détails avec complaisance. Ce nez fin et droit, cette bouche, la ligne de ce cou. Il se retourna brusquement. C'est un château qu'il faut à cette femme. Un château. Je vais reconstruire le pan de notre maison, détruire le mur qui nous sépare de ce taudis de Taacest, que vous vénérez tous comme une vieille idole. Mais tant de projets conviendraient-ils à des défenseurs actifs de la civilisation comme nous? À ta place, j'attendrai que nos glorieuses armes aient définitivement raison de la barbarie, car il n'est jamais trop tard pour mal faire. Mdor voulut bien rire de cette plaisanterie peu obligeante pour lui,
mais déclara que sa décision était prise, qu'il était l'assentiment de Lathmas et que pour Asie, ce n'était qu'une question de temps. Ménèche savait maintenant ce qu'il cherchait. C'était pour ce mariage que l'instituteur allait si souvent chez Asie. Sa résolution à lui était prise. Il fallait, par tous les moyens, empêcher cette profanation. Et pendant qu'il y songeait, lentement, devant ses yeux, passa la page blanche de la fin du carnet de Mokhran, où dans un coin, obliquement, était écrite cette simple phrase, toute seule, et que rien ne reliait à rien. L'histoire dit qu'en 1954, des hordes de Turcs, barbares et cupides, les yeux brûlants de convoitise, se sont rués sur Byzance, la ville sainte, où, depuis plus de 1000 ans, des docteurs infiniment subtils discutaient toute la vie de l'essence ineffable de la divinité. Ménèche trouva Lathmas devant un métier à tisser. Il apprit d'elle tout de suite pourquoi elle avait accepté l'idée de ce mariage d'Asie et de Motour. Car Lathmas, depuis longtemps, vivait dans la gêne, et c'est Motour qui venait de lui payer le bois, l'huile, les figues, l'orge, car pour du blé, il y avait longtemps qu'on n'en mangeait plus, qui lui avait permis de passer l'hiver. Nous n'avons plus de couverture, et tu vois, je suis en train d'en tisser une, mais c'est Motour qui m'a prêté de l'argent pour acheter la laine. Elle allait continuer quand quelqu'un cogna à la porte avec violence. « Ce doit être Motour, » dit Lathmas. C'était lui. En voyant Ménèche, Motour ne put réprimer un mouvement de contrariété. Il venait de se quitter à peine. « Tiens, dit-il, nous avons eu la même idée. Si je savais que tu venais ici toi aussi, je t'aurais accompagné. » En réalité, Motour pensait que Ménèche était venu dissuader Lathmas, ce qui était vrai, et demandait à Asie pour lui, ce qui était faux. Ils n'eurent pas le loisir de parler plus longtemps, car Asie rentra bientôt de la fontaine. Elle était haletante d'avoir monté le raidillon sous la lourde cruche, et toute rouge. C'est d'émotion, pensa Motour, c'est de rage, pensa Ménèche. Mais elle avait beaucoup maigri. Elle posa sa cruche, souhaita la bienvenue aux visiteurs, et sans rien dire entra dans la pièce du fond. Ménèche vit les yeux de Motour s'ouvrir, visiblement ébloui par l'apparition de cette jeune femme qui allait bientôt être à lui. Et quand Motour machinalement se passa la langue sur ses lèvres desséchées, comme il avait fait en parlant d'elle tout à l'heure, Ménèche sentit sa gorge se serrer. Il avait envie de cogner sur cette figure irritante. Quand ils sortirent tous les deux ensemble, chacun avait dans les yeux la même froide détermination d'éliminer l'autre. Ils ne dirent rien jusqu'à la place où ils se séparèrent. L'orge, le bois, l'huile, la laine. Ménèche dut convenir qu'il n'y avait lui jamais songé. Il s'aperçut navré que, d'ailleurs, il était incapable de rien procurer de tout cela à Lathmas. D'autre part, il avait beau réfléchir, il ne trouvait pas de moyen à la fois efficace et élégant d'écarter Motour. Au bout de chacun de ses raisonnements, il n'arrivait qu'à cette solution qu'il sentait tout de même dépourvue de toute imagination, lui casser la figure. En quittant Motour, il allait descendre sur Aafir quand il rencontra Alaveh. « Où cours-tu si vite et si énervé ?» lui dit l'ami d'Ouali. « Je ne cours pas et je ne suis pas énervé.
N'est-ce pas Medour que je viens de voir disparaître au coin de la place? Oui. J'espère que tu l'as félicité pour ses fiançailles avec Asie. Pardon, avec la veuve de Mouhran. Tu radotes, là-bas. Ah, et pourquoi? Parce que c'est impossible. Qu'est-ce qui est impossible? Qu'un crétin, comme ton grand homme, ne parle pas si mal de l'homme qui sera bientôt ton beau-parent. Je lui casserai plutôt la figure. Cela peut retarder le mariage, mais cela ne l'empêchera pas. Ménage s'étonna en passant que Ravah sût toujours tout, qu'il pût garder ainsi la maîtrise de lui-même dans toute situation. Il avait juste les qualités pratiques dont il avait, lui, grand besoin en cette circonstance. Il entraîna Ravah par le bras. « Je viens de l'apprendre tout de suite, dit-il, et j'étais justement en train de chercher comment éviter cela. Mais tu vois, dut-il en crever, il ne l'épousera pas. Décidément, tu as appris dans l'armée un langage inconvenant. La colère me nèche une mauvaise conseillère. Tu en parles à ton aise, toi. À ma place, aurais-tu trouvé une solution? Ravah regarda Ménèche dans les yeux et dit « Peut-être. Qu'aurais-tu fait ?» Ravah hésita un instant. « Eh bien, voilà, Ménèche. Tu connais mal Medour, ou pas assez. On connaît toujours mal les gens que l'on méprise. » Ménèche allait se récrier. « Mais oui, tu le méprises, reprit Ravah. Je ne dis pas que tu as tort. Je dis seulement que tu le méprises. Eh bien, si tu casses la figure de Medour, il épousera Asie. Mais alors, quoi faire? Il faut lui faire bien peur. Tu te moques de moi? Du tout. L'appréhension du danger fera plus sur l'esprit de Medour que le danger lui-même. C'est pourquoi il suffit de lui faire peur. Toi, personnellement, tu n'as pas la manière, mais je connais quelqu'un qui fera sur Medour le plus heureux effet. Ravah s'arrêta un instant, puis reprit. « Tu ne me demandes pas qui c'est? Ce n'est pas un secret. Tu ne voudrais tout de même pas que je fasse tout le travail pour toi. Il faudra bien que tu ailles le trouver. Tu le connais? Il s'agit de Wali. Tu crois qu'il acceptera? Je me charge de le convaincre quand tu lui auras parlé. » Ménèche resta un instant rêveur. « Mais tu es sûr qu'il se contentera de lui faire peur? Depuis qu'il est dans le maquis, j'ai l'impression que les scrupules le gênent encore moins que quand il était commandant dans votre bande. Souviens-toi, Dhul Hajj. Tu connais mal Wali. Aussi trop occupé de toi-même. Tu n'as pas eu le temps d'étudier les autres. Ménèche. Et puisque tu parles d'Dhul Hajj, connais-tu bien son histoire? Ménèche dut convenir que depuis qu'il était remobilisé, il s'était désintéressé de cette affaire. Ravah, qui était toujours dans l'intime ami d'Wali, la lui raconta dans tous les détails. Dès qu'il avait accepté de se charger de l'exécution, Wali avait reçu la moitié de la somme convenue. L'autre moitié, déposée chez Ravah, devait lui être remise quand il aurait accompli sa mission. Il avait laissé pousser sa barbe quelques jours, pris sa fausse carte d'identité, son colt, puis était parti vers l'est. Il passa à pied la montagne, au col de Quilel, arriva la nuit à Bouira, où il but plus que de raison, ayant maintenant assez d'argent. Il fallait atteindre
le petit village de Sidi Mbarek, que les Français appellent Paul Doumer. C'est de là, en effet, qu'Ouelhadj partait faire son colportage jusqu'à Séléchaoui de Lorès. Pour éviter de rencontrer les gendarmes, Wali fit de l'autostop. Et comme Sétif était prêt, il ne put s'empêcher de pousser jusque-là. Il y fut hébergé par un ouvrier dont Ravah lui avait donné l'adresse. Il dormait le jour et à la nuit tombante partait faire la tournée de tous les lieux malfamés de la ville. Il devint bientôt si célèbre qu'il craignait de se faire repérer et s'abstint quelque temps de sortir, même la nuit. Du reste, une grosse part de l'argent qu'Ezouao lui avait remis avait fondu à ce train, et il était temps d'achever la mission pour toucher l'autre moitié. Malgré les instances de l'ami de Ravah, Wali partit un soir à pied sur la route de Sidi Mbarek. Il fallait savoir quelle direction Ouelhadj avait prise, mais le plus discrètement possible, pour ne pas éveiller les soupçons. Le hasard servit Wali. Ouelhadj, en effet, était pour 1 ou 2 jours au village, et il complétait l'attirail de verroteries, parfums à bon marché, miroirs de quelques francs et bijoux de pacotille qu'il allait revendre dans les douars du bled. Wali reconnut tout de suite son costume minable de colporteur, sa longue moustache, ses gros sourcils, sa bouche épaisse. Il était partagé entre la déception, le mépris et l'indignation. Il sut gré à Ouelhadj d'être tellement quelconque. Il aurait moins de regret à le tuer. Cette découverte eut pour effet d'aviver en lui le souvenir de Kelsouma, un instant assoupi par la vie harassante de Sétif. Wali avait presque hâte d'en finir. Il suffirait de pister Ouelhadj jusqu'à un endroit où il serait seul, faire le coup et revenir vite près de l'autre. Wali prit lui-même le ballot sur le dos et, s'improvisant colporteur, mena pendant des jours la vie vagabonde d'Ouelhadj, qu'il suivait de douar en douar. Cela ne changeait du reste pas beaucoup de quand il était maquisard. Une seule chose le gênait, il ne savait pas un mot d'arabe, alors que ce diable d'Ouelhadj, avec son air lourdeau, le parlait comme si c'était la langue de sa mère. Ouelhadj prit la direction de Betna, ayant toujours derrière lui, sans qu'il le sût jamais, l'ombre inquiétante du grand Wali, qui, au fur et à mesure qu'il s'enfonçait vers le sud, constatait avec satisfaction que le pays devenait plus désert. Ce n'était que l'affaire d'1 ou 2 jours. Oumaouche serait bientôt vengé. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.